Bonjour. C'est pas parce de mettre les commentaires là. Je me souviens qu'ils étaient là et vous les voyez mieux. Ah Les oui. Après, c'est pas possible, c'est pas grave. Si, on devrait Tout ça défile trop vite, là, j'ai pas le temps. S'il faut lire en même temps, c'est compliqué. Alors, son nickel, image aussi, super. Bonjour Mariam. Bonjour à tous. C'est pas possible, c'est pas grave. Non, si c'est possible. Comment j'avais On fait remontera à la fin. Je sais plus. Comment j'ai fait pour modifier le mini burger. C'est comme ça. On remontera à la fin. Je regarde comment. Alors juste, excusez-nous si on répond pas tout de suite aux commentaires, c'est que l'espace aux commentaires est tout petit, donc ils vont défiler très vite. Donc on y reviendra à la fin. N'hésitez pas à reposer vos questions à la fin si on les oublie, ou à garder vos questions pour la fin. Thierry Moreau, bonjour Thierry. Bonjour et bienvenue. On démarre dans une petite minute maintenant. Désolé, je fais quelques tests. Bonjour Eric. Bonjour. C'est très bien comme ça. C'était pas en plein écran du coup? Je sais pas. Je sais plus effectivement. Non. Bon, laissons comme ça. Ça marche. Hop. Suis-je prêt à embaucher? Ça va bientôt démarrer, il est 16h. Alors ce que je vous propose, c'est de démarrer. Les autres participants vont nous rejoindre au fur et à mesure. Donc bonjour à toutes et à tous, je suis Jean-Michel et je suis très heureux aujourd'hui. Je suis accompagné de Quentin du cabinet de conseil R&B Partners. Bonjour Quentin, bienvenue, merci d'être là. Et Quentin qui va vous parler aujourd'hui de l'embauche. Donc, savoir est-ce que vous êtes prêt à embaucher, donc les bonnes questions à se poser et les formalités à respecter. Ce que je vous propose pour cette webconférence de l'après-midi, Quentin, je vous laisse la main. Ok. Je vous laisse démarrer. Oui. Alors bonjour à tous. Alors le thème aujourd'hui, comme Jean-Michel vient de le dire, c'est l'embauche et particulièrement la première embauche, puisque nombreux d'entre vous, vous êtes pour l'instant seuls encore dans votre activité. Donc la présentation va se dérouler en deux parties. Je pense que vous vous en doutez avec le sous-titre de la première slide. Donc on va essayer de définir votre besoin aujourd'hui, donc les questions à se poser pour définir son besoin, pour être persuadé et sûr qu'on a vraiment besoin d'embaucher et embaucher qui ou quoi, enfin qui sous quel contrat plutôt, parce qu'on va embaucher une personne. Et une deuxième partie avec les solutions adaptées à votre besoin. Donc on balayera diverses solutions pour essayer de répondre aux besoins et d'avoir un panel de solutions assez complet. Donc, comme je l'ai dit juste précédemment, n'hésitez pas à poser des questions, je répondrai surtout à la fin. Par contre, si vous avez un problème de compréhension, si quelque chose n'est pas clair tout de suite, n'hésitez pas à le dire tout de suite. Mais les questions un peu plus développées, on verra ça à la fin. Donc, la première partie, avant d'aborder la première partie, j'ai inscrit plusieurs questions. Ce sont des questions qu'on entend assez souvent. Donc, comment je sais que j'ai assez de travail? Qu'est-ce que je délègue en premier? Et suis-je prêt à déléguer? Alors, comment je sais que j'ai assez de travail? C'est assez. Je vais vous proposer un petit exercice par la suite, mais c'est une question qui revient souvent, puisque quand on lance son activité, on a tendance à travailler le jour, le soir, parfois la nuit et les week-ends et les vacances, et on se dit c'est normal. Ça peut être normal les premiers temps, mais au bout d'un moment, il faut aussi savoir dire non, c'est pas normal, je commence à gagner un peu d'argent, peut-être que je peux déléguer. Donc, dans ce cas, la seconde question, qu'est-ce que je délègue en premier? Tout simplement, on va y revenir par la suite avec un petit exercice, mais on va essayer de savoir, en fonction de votre besoin, il y a des tâches ou de votre métier, il y a des tâches plus ou moins faciles à déléguer. Donc, c'est peut-être ces tâches-là qu'il faut déléguer en premier. Et ensuite, suis-je prêt à déléguer? Donc ça, c'est une grande question, on ne va pas forcément y répondre aujourd'hui.
Mais voilà, être patron, du coup, c'est être manager. Il y a des incidences, il y a des conséquences. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Donc voilà, il y a des conséquences. Donc il faut aussi se poser les questions. Est-ce que je suis prêt à manager? Voilà. Et ensuite, bon, si vous n'êtes pas prêt, il faudra sans doute l'apprendre, puisque le but d'une entreprise, c'est de grandir. Et si vous êtes prêt, c'est forcément c'est génial et il faut y aller. Donc la première partie, définir son besoin. Alors, au début, il y a deux petites phrases qui sont peut-être un peu évidentes, mais je pense que ça fait du bien de les rappeler. L'embauche d'un salarié, du coup, intervient quand votre surcharge d'activité ou votre besoin ne peuvent pas être comblés par d'autres moyens. C'est-à-dire que vous arrivez à un niveau où vous seul, vous avez beau travailler le soir, le week-end et les vacances, vous n'y arrivez pas. Enfin, il faut embaucher. En tout cas, il faut trouver une solution, parce que si vous travaillez tout le temps et que vous n'arrivez pas à tout faire, c'est qu'il y a forcément un problème. Et une petite recommandation, une petite remarque, on embauche, voilà, on a souvent tendance à considérer qu'il y a des tâches qu'on aime moins faire et on se dit, je vais embaucher quelqu'un pour le faire. Sauf que si vous embauchez quelqu'un pour faire toutes les tâches pénibles, cette personne va rester 2 semaines et vous allez perdre du temps dans des process de recrutement incessants. Donc le but, c'était pas forcément de déléguer forcément tout ce qui est pénible. Malheureusement, quand on est patron, on fait aussi des choses pénibles. Voilà, le salarié doit aussi créer de la valeur ajoutée. Donc, pour définir son besoin, alors je vous propose un petit exercice qu'on ne va pas forcément faire là maintenant, mais vous pouvez peut-être le faire, en tout cas prendre des notes en même temps que je vous l'explique. Il faut lister les tâches que vous réalisez aujourd'hui. Alors, quand je dis aujourd'hui, faites par exemple, je ne sais pas, 2 colonnes. Une colonne avec les tâches que vous réalisez. Alors, quand je dis aujourd'hui, on va dire prenez une semaine peut-être ou un mois, parce qu'en une journée, par exemple, vous faites peut-être des choses le lundi que vous ne faites pas le vendredi. Donc, si vous pensez au lundi, vous avez oublié les choses. Dites-vous, en une semaine, je fais ça, 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 ça. Et la deuxième colonne, c'est des choses que vous voudriez faire. Alors attention à ne pas confondre ce qu'on veut faire et ce qu'on aimerait faire. Alors ce qu'on veut faire, c'est ce qu'on voudrait faire, c'est ce qu'on devrait faire. Je m'emmêle les pinceaux moi-même. Ce qu'on devrait faire, c'est ce qu'on doit faire. Donc c'est des choses qu'on n'a pas le temps de faire, alors que ce qu'on aimerait faire, c'est quelque chose qu'on envisage peut-être par la suite, c'est pour le développement de la société. Alors on peut parfois embaucher pour ajouter des choses qu'on aimerait faire, mais la priorité, là, aujourd'hui, c'est surtout des choses qu'on devrait faire, mais qu'on n'a pas le temps de faire. Donc, voilà, une colonne avec ce que je fais aujourd'hui et ce que je devrais faire. Alors, par exemple, dans ce que vous faites aujourd'hui, ça peut être je réponds aux mails, je réponds au téléphone. Alors, si vous êtes, je ne sais pas, prenons un exemple de métier. Si vous êtes boulanger, alors vous notez en une semaine, je fais, je ne sais pas, 1000 pains, 1000 croissants, etc. Donc, vous allez faire une liste comme ça de choses que vous faites dans une semaine. Et ensuite, il faut essayer de les regrouper. Alors, par exemple, si vous êtes boulanger, tout ce qui est administratif, par exemple, l'administratif, c'est répondre au téléphone, c'est répondre aux emails. Par exemple, vous pouvez recevoir des commandes par email. Donc, regrouper ça ensemble en disant ça, c'est l'administratif. Par exemple, ce qui est le cœur de votre métier, donc le pain, les croissants, enfin, voilà, tout ce que vous pétrissez vous-même, regroupez-le dans une catégorie. Je ne sais pas comment vous l'appelez, activité au cœur de métier. C'est l'activité, on va dire, c'est votre métier en tant que tel. Par exemple, si vous êtes, alors je vais prendre des exemples qui sont cités par la suite, mais si vous êtes coiffeur, ça peut être la même chose. Il y a une partie prise de rendez-vous, prise de répondre au téléphone, répondre aux emails. Puis il y a une partie je coupe les cheveux, je fais des couleurs, je fais des brushings, etc. Donc ça, voilà, c'est 2 activités différentes. Et ensuite, dans votre tableau, enfin dans vos 2 colonnes, essayez d'estimer le temps que vous passez chaque semaine sur chaque activité. Donc par exemple, tous les matins, je prends un quart d'heure pour répondre aux emails. Je réponds aux emails que le matin, donc voilà, ça me prend un quart d'heure. Donc il y a 5 jours dans la semaine, ça fait 1h15. Je réalise 10 coupes de cheveux pour femmes, une heure, une coupe, enfin dans une journée je réalise 10 coupes, une coupe pour une femme ça prend 1 heure, donc 10 coupes ça fait 10 heures, donc voilà 10 heures de coupe par jour. Donc voilà, vous généralisez ça à la semaine, parce que c'est plus simple de calculer par la semaine, alors, et ensuite vous essayez de comparer. Alors par exemple si vous obtenez que vous faites 30 heures en une semaine, bon a priori vous n'avez pas forcément besoin d'embaucher, on y reviendra par la suite, mais parce qu'on va se dire que généralement les gens travaillent 35 heures par semaine, donc si vous faites 30 heures, a priori ça va, vous avez encore peut-être un peu de marge.
Par contre, si vous voyez que vous travaillez 50 heures, peut-être qu'on peut se poser la question de ah, alors ça, ça commence à faire beaucoup. Certes, quand on est chef d'entreprise, on travaille plus que 35 heures par semaine, mais 50 heures par semaine, si on veut tenir dans la durée, parce que vous êtes parfois jeune ou même moins jeune, hein, mais si vous voulez tenir dans la durée, parce que votre entreprise n'est pas là pour 6 mois, elle est là pour des années, voire des dizaines d'années, il faut peut-être se ménager un petit peu. Donc voilà. Donc vous avez fait le petit tableau, gardez-le pour la suite, on y reviendra par la suite. Juste deux petites choses avant de passer à la suite. Il faut définir sa capacité à être disponible. Puisque quand on embauche, la personne, on va certes lui expliquer des choses au début. Forcément, quand une personne arrive dans l'entreprise, il faut passer du temps avec elle pour lui expliquer à la fois ce que vous attendez d'elle et sa mission. Mais enfin voilà, on n'explique pas juste une fois les explications où la personne aura des questions. Donc vous ne pouvez pas forcément l'abandonner toute seule en lui disant je lui ai expliqué une fois et elle va savoir faire. Donc il va falloir ménager du temps. Donc dans le petit tableau que vous faites, alors certes il y a des tâches que vous réalisez aujourd'hui. Si par exemple vous vous dites l'administratif ça me prend 5 heures par semaine, je vais confier ces 5 heures par semaine à quelqu'un, dites-vous pas j'enlève 5 heures. Vous allez peut-être enlever 4 heures puisqu'en fait il va rester 1 heure où la personne ne pourra pas répondre puisque ce sera des questions qui vous seront adressées directement où la personne aura des questions pour vous, donc vous allez devoir passer du temps avec elle pour lui expliquer ou pour lui fournir une réponse enfin voilà, vous allez lui donner les éléments, puis la personne saisira le mail, etc. Donc voilà, il faut bien avoir à l'idée que c'est pas parce que vous dites que je délègue environ 5 heures de travail à une personne que cette personne, enfin que vous libérez 5 heures de travail. Ça, c'est en général, enfin voilà, faut pas se leurrer, faut pas se mettre le doigt dans l'œil. Ensuite, qui dit embaucher, souvent vous venez de créer votre activité, donc il y a peut-être plusieurs associés, mais en tout cas vous êtes souvent seul pour créer votre entreprise. Donc embaucher une personne, deux personnes, ça devient une équipe. Travailler en équipe, ça s'apprend. C'est pas donné à tout le monde. Et alors peut-être que certains d'entre vous ont déjà travaillé dans une entreprise, donc ils savent ce que c'est. Peut-être que vous avez toujours travaillé tout seul, donc pour vous ça serait peut-être un peu plus difficile. Donc voilà, manager ça demande du temps. On y revient. Hein, le manager et le manager, donc vous serez le manager, la personne que vous embauchez aura toujours des questions ou aura toujours des demandes. Et ça demande de l'énergie puisque forcément, parfois on n'est pas forcément, comment dire, parfois on n'a pas envie, c'est humain. Parfois on vous pose des questions, vous n'avez pas envie, vous êtes fatigué. Mais il faut se dire, il faut que je réponde parce que si je ne réponds pas, la personne ne peut pas travailler, donc ça veut dire que je la paye pour ne rien faire parce qu'elle ne peut pas travailler, c'est quand même dommage. Donc voilà, il faut prendre le temps, le temps et être toujours disposé, ou en tout cas essayer d'être disposé, puisque voilà, ça fait partie du métier. Et enfin, il faut savoir faire confiance. Quand vous embauchez quelqu'un, si vous devez repasser derrière, non pas parce que c'est mal fait, mais parce que vous n'avez pas confiance, n'embauchez personne, puisque vous allez payer quelqu'un pour faire quelque chose, mais repasser derrière, ça va vous prendre autant de temps que le faire, donc ça sert strictement à rien. Donc il faut aussi savoir faire confiance. Donc ça, la confiance, ça s'acquiert, on est d'accord. Mais voilà, il faut aussi partir du principe que vous embauchez quelqu'un pour vous aider, donc laissez-lui sa chance et laissez-la vous aider. On y reviendra peut-être par la suite lorsqu'on parlera de l'entretien de recrutement, en tout cas du process de recrutement. En tout cas, voilà, il faut faire confiance. On va conclure cette slide sur cette petite phrase. Donc, pour définir son besoin, donc, vous avez fait votre petit tableau avec vos deux colonnes, donc les tâches que vous réalisez aujourd'hui et les tâches que vous voudriez faire. Vous avez mis du temps en face, vous les avez regroupées, ces tâches, par exemple les tâches administratives, les tâches commerciales, les tâches cœur de métier. Et vous avez affecté un temps à ces regroupements de tâches. Donc ensuite, il y a plusieurs besoins. Tous les besoins ne sont pas identiques. Il y a des besoins ponctuels. Donc le besoin ponctuel, ça peut par exemple répondre à un pic d'activité. Alors j'ai pris un exemple qui est peut-être un peu trivial, qui ne parlera pas à tout le monde, mais si vous êtes livreur, on sait qu'au mois de décembre, il y a de plus en plus de monde qui commande ses cadeaux de Noël en ligne. Donc l'activité de livraison au mois de décembre, il y a un pic d'activité. Donc on peut se dire que quand on est livreur, si on veut satisfaire à toutes ces demandes, en décembre et en janvier, puisqu'il y a beaucoup de retours aussi, il y aura sans doute plus de demandes qu'en juillet et en août. Donc on n'a pas forcément besoin de quelqu'un toute l'année, mais on a peut-être besoin de quelqu'un ponctuellement. Donc ça correspond à un pic d'activité. Autre besoin ponctuel, ça peut être un besoin spécifique. Donc, par exemple, créer un site internet. Vous avez une petite entreprise, donc vous n'avez pas forcément besoin d'un webmaster quotidiennement pour gérer votre site internet. Une fois qu'il sera fait, il va rester tel quel quelques mois, quelques années peut-être. Donc, pourquoi pas embaucher quelqu'un ponctuellement, un mois, pour construire un site internet avec vous, et ensuite se dire je le gère moi-même ou voilà, je le gère moi-même. Il y a ensuite des besoins permanents. Donc le besoin permanent, c'est peut-être plus simple, c'est lorsque votre activité croît
et que tout simplement, vous ne pouvez plus tout faire vous-même. Donc, vous n'avez pas le choix. Si vous voulez continuer, si vous voulez accompagner la croissance, il faut embaucher. Si vous n'embauchez pas, vous savez que votre entreprise ne pourra pas grandir plus, puisque de toute façon, vous ne pouvez pas faire tout vous-même. Donc, c'est un choix à faire. Est-ce que je me dis, je reste à mon échelle, je ne veux pas grossir plus, ou est-ce que je veux grossir? Et dans ce cas, pour grossir, il faut embaucher. Ensuite, j'ai listé un besoin que moi j'ai appelé le besoin spécialisé, parce que alors c'est des besoins que moi j'appelle comme ça, mais c'est peut-être pas forcément l'appellation qui vous viendra en tête. Donc le besoin spécialisé, ça peut être un besoin soit ponctuel, soit permanent. Et dans le besoin spécialisé, souvent on va chercher une compétence particulière. C'est une compétence qu'on n'a pas forcément nous en tant que chef d'entreprise, et on se dit, alors moi j'aurais besoin de quelqu'un qui sait faire ça. Donc alors j'ai pris un exemple là encore qui va peut-être vous paraître trivial, mais si vous êtes boulanger, vous vous êtes lancé en tant que boulanger, vos clients vous demandent de plus en plus des pâtisseries et vous ne savez pas les faire, ou vous vous dites bon bah j'ai pas le temps, je préfère me concentrer sur le pain que les pâtisseries, peut-être qu'il faut embaucher un pâtissier pour réaliser vos pâtisseries, comme ça chacun fait ce qu'il sait faire, et en plus votre clientèle est là et sur place, donc c'est gagnant-gagnant. Ou alors si on prend l'exemple du site internet, créer un site internet, ça peut être simple aujourd'hui, il y a des solutions qui sont assez simples, mais ça peut être aussi très compliqué. Donc on peut se dire aussi, bon, je recrute quelqu'un pendant 1 mois, 2 semaines, je ne sais pas, pour construire un site internet, il a les compétences, c'est un spécialiste d'internet, enfin de site internet, parce que spécialiste d'internet ça ne veut rien dire, c'est un spécialiste et il saura construire mon site internet. Donc voilà les 3 besoins que moi j'ai listés. Ensuite, c'est peut-être des petites questions qu'il faut se poser, mais en dehors de ces besoins, la personne que vous embauchez, elle peut faire différentes choses. Elle peut faire comme vous. Donc si je reprends l'exemple du livreur qui a un pic d'activité en décembre-janvier, on n'embauche pas quelqu'un pour répondre au téléphone, pour répondre aux emails. On embauche quelqu'un pour avoir son vélo ou sa camionnette et faire les livraisons comme vous. Donc il va exactement faire le même métier que vous. Donc c'est vraiment quelqu'un pour c'est pour faire la même activité, pour doubler le flux d'activité. Ça peut être embaucher quelqu'un pour réaliser une tâche précise. Alors les tâches précises, on a souvent tendance à considérer qu'elles sont répétitives, mais alors pas forcément. Dans mon exemple, donc par exemple, ça peut être répondre aux emails, au téléphone ou gérer votre calendrier. Si je prends l'exemple d'un salon de coiffure, vous voulez peut-être passer plus de temps à coiffer vos clients qu'à répondre au téléphone pour prendre des rendez-vous. Donc peut-être que vous aurez besoin de quelqu'un pour répondre au téléphone, prendre les rendez-vous, répondre aux emails. Ce n'est pas forcément un métier à temps plein, 35 heures par semaine, mais ça peut être une partie du poste que vous allez confier à la personne que vous recrutez. C'est de gérer cet aspect prise de rendez-vous, réponse au téléphone pour vous laisser du temps pour votre cœur d'activité, puisque le téléphone, c'est pas forcément ce qui vous plaît le plus. Et l'avantage d'être patron, c'est quand même que vous pouvez choisir ce que vous donnez, ce que vous déléguez. Toujours en gardant en tête qu'il ne faut pas forcément donner ce qui est le plus pénible, mais a priori, répondre au téléphone, c'est pas forcément l'activité la plus pénible qui existe. Et ensuite, du coup, il y a faire ce que je ne sais pas faire. Alors, on peut reprendre l'exemple qui est juste au-dessus du boulanger qui va embaucher un pâtissier. Ce sont deux métiers complémentaires, mais pas forcément les mêmes. Ou alors, j'ai pris un exemple qui vous parlera peut-être à certains. Si vous exercez une activité agricole et de vente à distance, donc je ne sais pas, vous développez les paniers de légumes vendus à distance, vous passez tout votre temps dans les champs, vous ne savez pas vous servir d'Internet, peut-être que vous aurez besoin de quelqu'un à temps partiel pour gérer les commandes et la facturation. Puisque la comptabilité de la même façon, c'est un métier et que on peut ne pas aimer ou ne pas savoir faire. En tout cas, c'est un métier, donc il faut on n'a pas le choix. Quand on est patron, il faut faire aussi de la compta. Donc ça fait partie des choses qu'il faut faire. Donc voilà différents besoins que moi j'ai identifiés. La liste n'est pas forcément exhaustive, mais si vous prenez vos 2 colonnes avec vos besoins, les tâches que vous réalisez et les tâches que vous voudriez réaliser, peut-être que vous voyez, si vous avez mis dans les tâches que vous réalisez, répondre au téléphone, répondre aux emails, etc., que vous avez valorisé cette tâche, par exemple, 5 heures par semaine, vous pouvez vous dire peut-être, bon alors, est-ce que je passe vraiment 5 heures par semaine toutes les semaines, ou est-ce que c'est en ce moment je passe un peu plus de temps, puisque il y a un pic d'activité. Là, vous vous dites, bon, il n'y a pas de pic d'activité, donc c'est un besoin permanent, donc il y aura toujours des mails, et il y en aura peut-être un peu plus, puisque si mon activité grandit, j'aurai sans doute plus de mails ou de téléphone. Et c'est aussi une tâche précise et répétitive, donc peut-être que vous pouvez commencer à essayer de mettre des adjectifs à côté des catégories que vous avez fait dans vos 2 colonnes pour mieux qualifier vos besoins. Et à la fin, vous allez bien voir tout de suite les choses que les activités cœur de métier, certainement vous allez les garder, encore qu'après il y a toujours des exceptions. Et il y a peut-être d'autres activités où vous allez voir que c'est un besoin ponctuel, un besoin, une tâche précise ou quelque chose que vous ne savez pas faire. Peut-être que là, vous pouvez commencer à vous poser la question,
alors ça, alors je ne sais pas faire, est-ce que je pourrais apprendre à faire, est-ce que je ne sais pas faire et est-ce qu'il faut que je délègue, est-ce qu'il faut que je délègue et que j'embauche quelqu'un? Vous commencez à vous poser la question et on en arrive du coup à la deuxième partie de quels sont les outils adaptés pour répondre à mes besoins. Donc je vous propose de passer à la suite. Donc les solutions adaptées. Alors là, ça va vous paraître évident, mais ça fait peut-être partie des choses qui sont parfois des évidences sont bonnes à rappeler. Donc, qui parle d'embaucher quelqu'un dit contrat de travail, et contrat de travail, enfin tous les types de contrats de travail ne conviennent pas à toutes les situations. En fonction de vos besoins, vous n'allez pas embaucher la même personne avec le même contrat. Donc, je vous ai mis, on va dire, les deux catégories les plus principales. Donc, le contrat à durée indéterminée, donc c'est le CDI, hein. C'est la forme la plus répandue qui existe sur le marché du travail. Et on l'utilise généralement pour créer un poste dans le cadre du développement normal de l'activité. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, votre activité croît, vous avez de plus en plus de commandes, mais vous ne savez pas forcément les satisfaire. Si vous voulez que votre entreprise grandisse, vous n'avez pas d'autre choix que de créer un poste. Donc, pourquoi pas créer un CDI. Et l'avantage du CDI, c'est que ça crée une relation durable dans le temps. Donc, vous embauchez quelqu'un, a priori, sur le long terme, ce qui n'empêche pas qu'il y ait une période d'essai, etc. au début, on y reviendra par la suite. Mais a priori, lorsque vous embauchez un CDI, vous savez que c'est pour longtemps. Sinon, vous n'embauchez pas un CDI, ça n'a aucun intérêt. Ensuite, il y a le contrat à durée déterminée, donc ça c'est le CDD, hein. Alors le CDD, généralement on utilise un CDD lorsqu'on a une tâche précise et temporaire. Alors j'ai cité quelques exemples, ça peut être un remplacement de quelqu'un. Alors a priori vous êtes seul dans votre entreprise, donc vous remplacez vous-même, ça semble compliqué, mais en tout cas dans une entreprise plus grande peut-être qu'on utiliserait un CDD. Pour un pic d'activité saisonnier, donc on évoquait le livreur tout à l'heure qui avait un pic en décembre, en janvier, peut-être qu'il peut se dire lui, moi un CDD de 2 mois ça me semble l'idéal. Alors par contre, le contrat, donc le CDD est considéré comme un contrat précaire, donc il y a des contraintes qui sont apportées à ce contrat, on les évoquera un petit peu par la suite, et vous ne pouvez pas renouveler la même personne plus de 2 fois, enfin voilà, vous ne pouvez pas offrir un CDD plus de 2 fois à la même personne dans votre entreprise. Donc par exemple, votre livreur, si vous lui donnez un CDD décembre-janvier, et puis finalement il y a encore de l'activité en février-mars, donc vous lui dites fin janvier, avant la fin du contrat, je te prolonge, donc je te refais un CDD de 2 mois. Si à la fin du mois de mars, il y a encore beaucoup d'activités, vous ne pouvez plus lui proposer un CDD. Vous serez obligé de soit de proposer un CDD à quelqu'un d'autre, soit de proposer un CDI à cette personne. Voilà. Et il faut bien faire attention au CDD, si la tâche n'est pas précise et temporaire. Donc alors, la tâche précise, on y reviendra lorsqu'on va rédiger l'offre d'emploi. Mais si la tâche n'est pas précise et temporaire, votre salarié peut faire requalifier par un tribunal son contrat en CDI. Donc là, vous seriez tout perdant. Donc il faut bien se poser la question. Le but, c'est pas de se dire je vais faire un CDD et puis ça se passe bien, je ferai un CDI. C'est pas forcément, beaucoup d'entreprises le font ou l'ont fait, c'est pas forcément la stratégie gagnante. Alors, je vois une question. Connaissez-vous le délai maximum du CDD? Si je dis pas de bêtises, c'est 18 mois, mais ça dépend beaucoup comment on appelle ça, j'allais dire offre de branche, mais c'est pas ça, des conventions collectives. Il faut se renseigner sur vos conventions collectives. Par exemple, la restauration, l'hôtellerie ont des conventions un peu plus assouplies là-dessus, puisqu'elles sont parmi les celles qui. Oula, j'ai du mal à le dire. Ce sont les secteurs d'activité qui embauchent le plus de CDD. Mais il y a des secteurs d'activité où c'est plus rare et du coup, la convention collective limite le délai. Mais si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'en général, c'est 18 mois pour un CDD et renouvelable une fois. Du coup, donc ça fait 36 mois au total si vous renouvelez le contrat. Mais voilà, je pense qu'il faut bien se renseigner avec sa convention collective. Et dans les autres formes de travail, donc, alors c'est pas exhaustif, mais on va dire que j'ai listé les plus connus. Donc il y a le travail d'intérim, le stage, l'alternance. Dans l'alternance, je mets aussi le contrat de professionnalisation et le freelance. Donc le freelance n'est pas un emploi salarié, hein, donc si vous avez recours à un freelance, vous n'embauchez pas quelqu'un, vous achetez une prestation. On y reviendra par la suite. Enfin, on y revient juste après, je crois. Est-ce qu'on peut avoir un renouvellement qui soit plus long que le premier CDD? Elle voulait dire par exemple que vous avez un premier CDD de 3 mois et vous le renouvelez 4 mois. A priori, moi je ne vois pas d'inconvénient à le faire. Mais encore une fois, je pense qu'il est plus prudent de se renseigner dans la convention collective parce que les CDD sont assez régis au cas par cas. Mais ça me semble quelque chose d'assez assez commun. Tant que vous ne déplacez pas
enfin voilà, tant que vous ne dépassez pas la durée maximale, il n'y a pas de souci. Donc la slide suivante, si j'y arrive. Donc je vous ai fait un petit tableau qui n'est pas exhaustif des différents contrats de travail donc, que j'ai cités précédemment. Donc je vous propose de le faire par ligne, hein. Donc le CDI, donc si vous embauchez en CDI, la personne que vous embauchez est votre salarié. Donc ça correspond par rapport aux besoins qu'on a listés précédemment, ça correspond plutôt à un besoin permanent qui peut être spécialisé ou non. Alors vous pouvez très bien embaucher quelqu'un, si on reprend l'exemple du boulanger, s'il embauche un pâtissier, il peut très bien se dire je l'embauche en CDI, enfin voilà, des pâtisseries j'en vendrai tout le temps, il n'y a pas de pic d'activité particulier, donc c'est un besoin permanent, spécialisé ou pas, ou alors je suis boulanger, j'embauche juste un deuxième boulanger puisque j'ai beaucoup de travail. Donc voilà. Le profil du candidat, ça peut être confirmé ou débutant. Bah, ça dépend du marché du travail. Je ne connais pas forcément tous les secteurs, mais il y a des secteurs d'activité où vous n'aurez pas du tout de mal à embaucher des gens confirmés en CDD. Il y a des secteurs d'activité où embaucher quelqu'un de confirmé, ça sera forcément en CDI puisque vous ne trouverez pas personne en CDD. Alors, il y a une petite question sur les conventions collectives pour savoir où on se renseigne sur la convention collective. C'est une très bonne question pour préparer la formation. J'ai voulu chercher l'information puisque par la suite, on va parler des démarches administratives et on vous demande quelle est votre convention collective. Alors ça, je me suis dit, alors peut-être que Jean-Michel, j'avais gardé ça pour Jean-Michel, peut-être que Jean-Michel, elle a dit, peut-être qu'elle a dit, on sait vous conseiller. Ou alors le plus simple, je pense, sinon, c'est de passer un coup de fil à la chambre de commerce et d'industrie ou chambre agricole, si vous avez un métier agricole. Donc, voilà. On me parle de la directe. Moi, je ne connais pas la directe. Oui, c'est la direction régionale pour l'emploi et du travail. Ah bah, a priori, je pense que... qui effectivement peuvent vous apporter une réponse sur les conventions collectives, enfin, à quelle branche vous êtes rattaché. Voilà, ça c'est... Peut-être un petit indice, si vous avez été salarié par exemple dans un secteur et que vous avez créé votre entreprise dans ce même secteur, sur votre ancien contrat de travail, la convention collective est inscrite. Ouais. Si par exemple vous étiez boulanger, alors je prends toujours l'exemple du boulanger, désolé si vous n'êtes pas du tout boulanger, mais si vous étiez boulanger avant et que vous avez créé votre propre entreprise, ben, votre convention collective était notée sur votre contrat de travail. Et du coup, alors Céline confirme, je pense, la réponse de Jean-Michel. Donc, c'est bien la directe qui fournit les conventions collectives. Donc, oui, la directe saura vous renseigner sans doute sur le site internet. Ou n'hésitez pas à passer un coup de téléphone. Donc, alors, pour revenir au CDI, donc l'encadrement, parce qu'on parlait tout à l'heure de manager, donc peut être très variable en fonction de vous embauchez une personne confirmée ou débutante. Un débutant, forcément, a besoin de plus d'encadrement. Et ensuite, ça dépend aussi des tâches que vous lui confiez. Si vous confiez des tâches sur lesquelles vous-même vous n'êtes pas très clair, bah forcément il va avoir des questions, donc il reviendra vers vous. Alors, et qui dit CDI dit implication financière. Alors, j'en ai listé quelques-unes, mais elles sont vraiment pas exhaustives. La première, c'est la complémentaire santé. Alors, je rebondis sur une formation que j'ai fait en fin d'année dernière, que vous trouverez sur la page YouTube de l'ADI. Pour la complémentaire santé, lorsque vous embauchez une personne, à partir d'un salarié, vous êtes obligé de fournir une complémentaire santé à tous vos salariés. Et d'en payer minimum 50% de la cotisation. Donc voilà, donc c'est quelque chose à prendre en compte. Si vous voulez vraiment pas être, voilà, si vous voulez pas vous donner beaucoup d'argent, on va dire que ça vous coûtera en minimum 20 € par mois, mais il faut l'avoir en tête parce que voilà, c'est quand même un coût. Les titres de transport, alors c'est pas forcément commun à toute la France, mais par exemple si vous travaillez en région parisienne, c'est fort probable que votre salarié ait un pass Navigo, et donc dans ce cas vous serez obligé de payer là encore 50% de son abonnement. Donc voilà, encore des choses à payer. Et ensuite, les formations. Quelqu'un qui est embauché en CDI, vous devez lui proposer des formations. Enfin, vous devez financer ses formations, parce que maintenant, c'est différent, il les choisit lui-même. Alors, la question, justement, qui demande, je pense, pour les titres de transport, la complémentaire santé sur les CDD et l'alternance, j'y reviens juste après. Donc, pour le CDD, voilà. Pour le CDI, donc, vous avez aussi un budget de formation à prendre en compte. Ça fait partie des... Enfin, il y a d'autres choses, hein, moi j'en ai listé quelques-unes. Alors, pour le CDD, contrairement au CDI, donc on est plutôt sur un besoin ponctuel ou temporaire. Ensuite, sur l'encadrement, le profil et le besoin spécialisé, on est sur la même chose. Alors, sur le CDD, vous êtes obligé aussi de fournir une complémentaire santé, les titres de transport, exact, enfin, c'est la même chose. Vous n'avez pas forcément de formation à financer,
mais vous avez une indemnité de fin de contrat à payer qui correspond. Alors, si la personne a travaillé, je vais donner des chiffres au hasard, mais si vous lui payez, je prends des chiffres simples pour faciliter mon calcul, si vous la payez 1 000 euros par mois, donc un CDD de 3 mois, donc ça fera 3 000 euros. L'indemnité de fin de contrat, en général, c'est 10%, donc c'est 10% de 3 000 euros, donc ça fait 300 euros. Là encore, c'est un calcul très simple et très simplifié, mais c'est quelque chose à prendre en compte puisque il faut la payer. Et vous ne payez pas cette indemnité si à la fin du contrat, vous proposez un CDI à votre salarié et qu'il l'accepte. Donc voilà, a priori, si vous avez proposé un CDD et que vous reproposez un CDD derrière, il y aura quand même une indemnité de fin de contrat. Alors pour le stage, on est là encore sur un besoin ponctuel et temporaire qui n'est clairement pas spécialisé puisque le but du stagiaire n'est pas de remplacer un salarié, c'est illégal. Le but du stagiaire, c'est d'apprendre. Donc, il apprend auprès de quelqu'un qui a des choses à lui apprendre. Donc, le profil du candidat est clairement débutant avec un encadrement fort. Il y a des stagiaires qui sont autonomes, mais avant d'être autonome, il faut quand même apprendre des choses et ça ne s'apprend pas forcément. Enfin, ça ne s'apprend pas tout seul, donc il faudra être présent avec lui, principalement, sans doute très fortement au début, peut-être un peu moins par la suite, mais un stagiaire sans cadre. Alors pour le stagiaire, donc pour revenir aux implications financières, donc là je n'ai pas mis complémentaire santé parce que pour un stagiaire vous n'êtes pas obligé de fournir la complémentaire santé. Pour le titre de transport par contre vous êtes obligé, il n'y a pas de formation, etc. Alors dans les implications financières, je ne l'ai pas noté, par exemple les tickets restaurants, les titres au restaurant. Alors je me suis renseigné, il n'y a pas d'obligation puisque vous êtes vraiment des toutes petites entreprises, sauf si vous décidez d'embaucher 30 personnes d'un coup. Il n'y a pas d'obligation, mais après, ça peut être quelque chose que vous proposez pour inciter, voilà, parfois pour se différencier entre deux offres, c'est l'entreprise qui payera plus ou qui offrira le plus d'avantages. Donc les tickets restaurants, ça peut être un argument. Alors pour l'alternance, un peu comme pour le stagiaire, on est sur un besoin ponctuel et temporaire, donc avec une personne débutante qui a besoin de fort encadrement. Donc, une question pour les apprentis. Donc, pour moi, les apprentis, c'est dans l'alternance. Donc, dans l'alternance, je mets vraiment derrière les contrats d'alternance, les contrats de professionnalisation, qui sont pour moi les deux formes les plus répandues. J'espère ne pas en avoir oublié. Alors, pour un alternant, il n'y a pas forcément de complémentaire santé à payer, puisque, en général, quand on est en contrat d'alternance, on est encore étudiant, donc on est encore sur la complémentaire étudiante, ou parfois celle de ses parents. Quand on est en contrat de professionnalisation, on n'est plus étudiant, mais ça n'entre pas. Enfin voilà, il n'y a pas de complémentaire santé à fournir. Par contre, il y a parfois des frais de scolarité. Si la formation de votre apprenti est payante, il arrive que l'école demande à l'entreprise de la payer. Donc voilà, il faut avoir ça en tête. Pour les titres de transport, quand on est alternant, ça dépend. Je prends mon exemple. Quand moi j'étais alternant, mon entreprise n'a jamais voulu me les payer. Donc c'est au choix. Alors je crois que ça a évolué un petit peu la réglementation à ce sujet, mais comme c'est quelque chose de, par exemple, moi c'est vraiment, dans mon exemple c'était vraiment très parisien, je me suis dit que ça n'intéressait pas tout le monde, j'ai pas forcément creusé le sujet, mais normalement pour les alternances ça reste en dehors. Alors, pour le salaire et les droits de travail pour les apprentis, alors le salaire des contrats d'alternance et les contrats de professionnalisation en général sont fixés par l'État, c'est un pourcentage du SMIC en fonction de l'âge. Alors, je ne connais pas les salaires types, mais par exemple, quand on a, c'est par exemple entre 18 et 20 ans, on touche 80% du SMIC. Et le droit de travail, ben, c'est le droit du travail classique. Enfin, il n'y a pas de particularité particulière. Alors, pour les stagiaires et pour les apprentis, j'ai envie de vous dire, c'est l'embauche la moins tracassante pour vous d'un terme administratif, puisqu'ils ont une école derrière eux, et l'école, en général, encadre très fort les stagiaires et les apprentis pour justement éviter qu'ils tombent dans n'importe quelle entreprise. Donc, en général, si vous décidez d'embaucher un stagiaire ou un apprenti, il y a des gens qui sont spécialisés dans l'école, qui répondent aux questions des entreprises, toutes les questions que vous pouvez vous poser, et même en termes de contrat de travail, qui vous propose un contrat de travail, on va dire type, ou c'est une convention de stage ou une convention d'alternance. Donc ça, j'ai envie de, enfin, sans rentrer trop dans le détail à ce niveau-là, je pense que c'est pas forcément, il faut pas forcément s'inquiéter à ce niveau-là sur enfin, les stagiaires et les alternants, puisque il y aura c'est un contrat à trois avec l'école et que l'école fera en sorte que vous respectez tout ce qui est légalement respectable. Et donc, il a pas de, enfin, vous n'aurez pas de mauvaise surprise à la fin, il y aura pas de risque.
Alors, si je continue sur l'intérim, alors l'intérim, c'est un peu particulier. Ce n'est pas forcément votre salarié. C'est un besoin ponctuel et temporaire. On n'embauche pas un intérimaire 12 mois par an. En tout cas, a priori, il y a des entreprises qui le font, mais c'est pas la logique. C'est pas forcément un besoin spécialisé. Ça pourrait l'être, mais a priori, c'est pas forcément le besoin. Le profil est confirmé aux débutants. En général, on le paye plus cher quand il est confirmé. L'encadrement est variable. Forcément, s'il est débutant, il y aura peut-être plus besoin de l'encadrer. Et les implications financières, alors il y a des frais d'agence, puisqu'on passe par une agence d'intérim. Donc c'est un petit peu compliqué, mais il faut la rémunérer. Et ensuite, puisqu'il n'est pas votre salarié, vous n'avez pas forcément à satisfaire tous les besoins complémentaires santé, titre de transport, etc. Mais certaines agences d'intérim vous demanderont de les satisfaire. Ça fera partie du package que vous payerez à l'agence d'intérim. Voilà. Et enfin, le freelance. Donc ça, c'est un. Donc vous êtes indépendant, vous n'embauchez pas un indépendant, mais vous achetez une prestation à un autre indépendant. Donc là, le besoin est clairement ponctuel et temporaire, hein, parce qu'un freelance, ça coûte très cher. Donc, clairement pas dans votre intérêt pour la première embauche d'embaucher un freelance à temps plein. Le profil du candidat, il est confirmé. En tout cas, quand on va chercher une compétence extérieure qui nous coûte généralement assez cher, on s'attend à ce que la personne maîtrise très bien son dossier. Et au niveau de l'encadrement, c'est un encadrement alors fort à la commande, parce que comme vous passez une commande auprès du freelance, forcément il faut définir son besoin en début, et ensuite il travaille lui-même de son côté, donc a priori il y a un encadrement assez faible. Et pour ce qui est des implications financières, vu qu'il n'est pas salarié chez vous, vous payez une facture à la fin de sa prestation, donc c'est un coût fixe, il va vous faire un devis, il va vous dire ça va vous coûter 2 000 euros, voilà. Bon, lisez bien les petits détails du contrat, parce que c'est un contrat, donc il y a toujours des petits détails. Mais vous avez un devis, vous acceptez le devis, et à la fin, vous avez une facture, vous réglez la facture, et et c'est réglé. Donc, par exemple, pour créer un site internet, il est assez courant de passer par des freelances. Je ne sais pas si je recommande, enfin, il n'y a pas de recommander ou de pas recommander, mais c'est des choses qui se font assez bien, parce que c'est un métier qui se pratique assez bien en freelance. Donc voilà pour la petite comparaison assez rapide. Alors je vais essayer pas forcément de me dépêcher parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais en tout cas le temps passe vite. Combien ça coûte d'embaucher? Parce que forcément, on a beau avoir défini son besoin, si on n'a pas du tout d'argent à consacrer à l'embauche, ça risque d'être compliqué. Alors, première question à se poser. N'hésitez pas à regarder les offres d'emploi qui existent si par exemple vous souhaitez créer un poste, je sais pas, d'assistant administratif, eh ben, regardez sur internet les offres pour être assistant administratif et vous verrez bien, en général le salaire est indiqué dans l'offre, vous verrez bien, en tout cas ça vous donnera une idée du coût du salaire de l'assistant. En plus du salaire, il faut bien avoir à l'idée que la personne avec qui vous allez travailler aura sans doute besoin de matériel. Alors, si vous avez un assistant administratif, il vous faudra sans doute un ordinateur. Si vous n'avez pas d'ordinateur, du coup, c'est un coût en plus. Si vous êtes coiffeur et que vous embauchez un deuxième coiffeur, mais que dans votre salon, vous n'avez l'équipement que pour un, il faut acheter l'équipement pour ce deuxième coiffeur. Alors, pour vous aider, il y a un simulateur qui est très bien fait, qui est mon-entreprise.fr. Alors c'est très très bien fait puisqu'il suffit si vous voyez par exemple sur internet qu'un assistant administratif est payé, alors je dis un salaire vraiment au hasard, 1500 euros brut par mois, là, vous tapez 1500 euros brut et alors brut touché par le salarié, pas brut pour l'entreprise, et le site va vous indiquer à combien s'élèvent les charges patronales. Et par exemple, il va vous demander si c'est un CDD, un CDI ou autre chose, et il va inclure par exemple un pourcentage de la complémentaire santé, il va inclure la participation à la retraite, etc. Donc, vraiment, pour l'avoir testé ces derniers jours, le site est très bien fait, donc je vous invite à aller voir dessus, et on y reviendra par la suite, mais en plus c'est un site qui est plutôt, donc voilà, je le redis, qui est bien fait et qui vous aidera aussi parfois sur d'autres démarches administratives. Alors, c'est un site du gouvernement, donc je ne fais pas de pub particulière, c'est pas concurrence de l'ADI, mais voilà, vous cliquez dessus et parfois vous avez une question on va parler des démarches administratives ensuite, il va vous orienter vers les sites de info.gouv qui vous récapitulent par exemple on va parler tout à l'heure d'un fichier qui recense tous les salariés, et ben il va vous orienter vers le lien info.gouv qui parle de ce fichier et qui dit ce que vous devez mettre dedans. Donc je vous conseille de le garder de côté, ce site, puisqu'il est vraiment très bien fait. Donc pour le freelance, comme je vous disais avant, ça ne rentre pas dans la masse salariale, donc c'est une facture qui vous est adressée.
Donc vous allez acheter une prestation, donc ça sera dans vos achats. Votre comptable ne comptera pas ça dans la masse salariale, mais dans les achats. Donc c'est peut-être plus simple enfin voilà, on ne se pose pas la question de ah là là, le mois prochain combien va coûter mon CDD, est-ce qu'il y aura des primes, etc. Voilà, vous avez fixé un devis, vous avez signé, c'est réglé. Ensuite, avant d'embaucher, il faut bien se renseigner, en tout cas c'est un conseil, renseignez-vous sur les aides qui existent, qu'elles soient nationales ou locales. Alors quand je dis local, ça peut être au niveau de la région, de la ville ou de l'intercommunalité. Par exemple, les emplois francs, il y a certaines villes ou certaines régions qui définissent des zones pour inciter des entrepreneurs à s'y installer. Donc dans ces zones, les entreprises ne paieront pas pendant X années, par exemple, de charges patronales sur on va dire, les 10 premiers salariés. Donc renseignez-vous, vous êtes peut-être dans une zone d'emploi franc qui va vous permettre d'économiser des charges patronales. Ensuite, il y a d'autres dispositifs. Donc, ma liste n'est pas exhaustive, hein, mais il y a l'aide à l'embauche des chômeurs. Donc ça, c'est un dispositif qui est piloté par Pôle emploi, qui en plus peut être pas mal dans votre cas, puisque généralement, vous embauchez un chômeur, Pôle emploi le forme à votre activité, et ensuite, la personne est prête pour votre activité. Donc, a priori, vous avez une formation qui est payée par Pôle emploi juste avant, ça peut être pas mal. Et puis après, voilà, j'en cite une autre. Par exemple, l'aide à l'embauche d'une personne handicapée. Donc, vous avez par exemple des exonérations de charges pour embaucher une personne qui est handicapée. Et peut-être que voilà, c'est l'occasion. Peut-être que les tâches que vous voulez confier peuvent convenir à quelqu'un qui se déplace en fauteuil roulant, par exemple. Donc, pourquoi pas se poser la question. C'est faire une bonne action et en tout cas, c'est faire une bonne action parce que ces personnes ont généralement du mal à trouver du travail. Et en plus, pour vous, c'est un avantage financier qui, lorsqu'on lance son entreprise, n'est pas forcément négligeable. Donc ça, c'est des exemples. Donc, alors, je ne sais pas si elle a dit, il y a une liste comme ça d'aides qui existent. Ça change assez souvent, je ne vous cache pas. Mais voilà, renseignez-vous auprès de votre mairie, auprès de la région. En général, sur les sites internet, il y a des informations. Par exemple, si vous êtes une mairie de 500 habitants, je pense qu'il n'y aura rien. Ne perdez pas forcément de temps à chercher. Mais voilà, si vous êtes une commune assez importante, ça mérite, de chercher ça. Enfin, donc, un dernier petit conseil, si vous avez le statut d'auto-entrepreneur, il est conseillé, bon, c'est pas moi qui le conseille, hein, mais c'est de ce que j'ai pu lire, et enfin voilà, il est conseillé de changer de forme juridique pour que l'embauche soit moins onéreuse. Parce que lorsqu'on embauche quelqu'un en tant qu'auto-entrepreneur, en fait, ça va vous coûter beaucoup plus cher que si vous étiez par exemple en SARL ou en EURL. Donc ça, c'est des questions à se poser. Peut-être avec, alors je sais pas si vous avez un comptable, ou en tout cas peut-être prendre le temps de se dire je gagne combien actuellement, l'embauche ça me coûterait tant, si je suis auto-entrepreneur ça va me coûter X%. Dans les exemples que je prenais, que j'ai vu en tout cas, en tant qu'auto-entrepreneur, une embauche vous coûte environ 30% de vos bénéfices. Donc ça peut vite coûter cher, alors qu'en SARL ça vous coûterait le coût du salaire chargé, donc ça serait beaucoup moins cher. Hop. Alors, quelques biais d'interprétation. Mince, je ne vous ai pas envoyé la version corrigée. Enfin, c'est pas grave. Il y a une petite faute du coup. Alors, la question, enfin une remarque qu'on entend souvent, c'est je vais embaucher des stagiaires, ça coûte pas cher. Alors oui, c'est certes, un stagiaire, ça coûte pas cher. Aujourd'hui, un stagiaire, ça coûte environ 500 € par mois minimum. Sauf qu'un stagiaire, ça a besoin d'être encadré. Donc, si un stagiaire ne pourra pas faire son travail tout seul dans son coin avec des consignes, vous allez devoir être derrière lui donner, enfin voilà, vous allez devoir lui donner des consignes. Et vous risquez de perdre plus de temps à l'encadrer qu'à faire la chose vous-même. Donc, typiquement, l'intérêt pour vous de vous libérer du temps n'est pas forcément derrière. En plus, donc, je vous rappelle que donner à un stagiaire des activités qui devraient être tenues par un salarié est illégal. Enfin, voilà, on n'a pas le droit d'embaucher quelqu'un en stage pour réaliser une tâche normale qui n'est pas celle d'un stagiaire. Alors ensuite, il y a souvent, je vais proposer un CDD au cas où le salarié ne me satisfait pas. Il y a trop de risques avec un CDI. Alors, vous pouvez totalement vous dire, je vais d'abord faire un CDD, puis si ensuite ça se passe bien, je ferai un CDI. Mais il faut bien savoir qu'un CDI, il y a aussi une période d'essai, et qu'en plus, elle est plus longue. Oui, puisque le CDI, si vous faites un CDD d'un mois, la période d'essai va être de quelques jours, alors que si vous faites un CDI, la période d'essai est régie par la convention collective, et en général, pour un CDI, c'est 3 ou 4 mois. Donc en fait, vous voyez assez vite que la période d'essai est beaucoup plus longue. Sachant qu'une fois que la période d'essai est passée, vous ne pouvez plus vous séparer vous devez faire un contrat de licenciement, vous devez licencier la personne que vous embauchez. Donc si en CDD, vous avez une période d'essai de 3-4 jours
c'est difficile de juger d'une personne en 3-4 jours et que vous avez fait un CDD de 3 mois, bah, vous êtes condamné plus ou moins à garder la personne 3 mois, ce qui est peut-être un peu dommage. Donc ensuite, je rappelle qu'il y a des indemnités de fin de contrat à payer en fin de CDD, c'est pas négligeable. Et ensuite, pour trouver un candidat, il faut savoir aussi que le CDI attire plus. Enfin, les gens ont peut-être plus envie d'aller travailler avec quelqu'un qui leur propose un CDI plutôt qu'un CDD. Donc si vous voulez attirer des bons candidats, peut-être qu'un CDI peut être un argument en plus. Et un dernier biais qui existe, c'est je préfère travailler en famille puisque de toute façon, je me lance, je veux quelqu'un de super investi. Si j'embauche quelqu'un d'extérieur, il ne sera pas assez investi. Alors, la motivation, c'est quelque chose de très variable d'une personne à une autre, donc on ne peut pas généraliser. Il y aura toujours des salariés qui sont plus ou moins investis, enfin, quelle que soit l'entreprise. Et il est fort probable du coup que votre famille, ou alors que ce soit votre conjoint, votre cousin ou des amis d'ailleurs, soit plus investi qu'une personne autre. Sauf qu'il faut bien avoir à l'esprit que travailler en famille, ça peut être compliqué. Si vous décidez de déléguer les tâches administratives à votre mère, par exemple, et qu'elle fait des erreurs, vous aurez peut-être plus de mal à reprendre votre mère qu'à reprendre une personne extérieure. Parce que, enfin voilà, c'est votre éducation ou peu importe. Enfin voilà, lorsque vous avez un salarié qui fait mal son travail, vous pouvez lui dire. Vous leur expliquez, enfin voilà, vous réexpliquez ce que vous attendez, vous lui demandez de refaire. Si c'est votre mère, peut-être que vous allez pas hésiter, enfin vous allez hésiter un peu et vous n'allez pas oser. Et au final, vous allez devoir le faire vous-même. Donc c'est pas forcément idéal. Donc ça dépend vraiment des relations familiales que vous avez. Euh, pas de souci Thierry, bonne soirée. Et oui, le support sera envoyé, je crois, comme d'habitude, vous aurez le support à la fin de la réunion et j'enverrai avec les fautes en moi. Et du coup, alors, dernier argument pour ne pas embaucher quelqu'un de sa famille ou, enfin, par exemple, son conjoint. Alors, tout simplement, créer une entreprise, c'est risqué. Donc, si votre conjoint a un travail, peut-être qu'il faut attendre un petit peu avant de l'embaucher, puisque si vous embauchez votre conjoint et que finalement votre entreprise périclite et que vous êtes condamné, enfin, vous devez la fermer, alors ni vous ni votre conjoint aura un salaire parce que tous les deux au chômage. C'est peut-être pas idéal. Peut-être que voilà, c'est une mesure des risques à prendre, c'est une décision à mûrir entre vous. En tout cas, c'est pas forcément peut-être en tant que première embauche, c'est peut-être pas forcément idéal. Après, voilà, en fonction du statut juridique de votre entreprise, il y a différents statuts pour le conjoint qui ne sont pas forcément celui de salarié. Là encore, je vous ramène à la formation que j'avais faite il y a quelques mois sur la complémentaire santé et du coup qui est disponible sur la page YouTube de l'ATSI. Je me dépêche parce que je suis assez bavard et qu'on n'a pas encore parlé des démarches. Alors pour les démarches, je vous rassure tout de suite, j'ai essayé d'être exhaustif, mais c'est assez résumé, assez simplifié. Oui, alors pas de chômage sans revenu, c'est exact, mais si vous embauchez votre conjoint, a priori, il y aura un salaire. Et ensuite, il y a différents statuts en fonction des entreprises où vous pouvez, même si votre conjoint n'est pas salarié, lui verser un salaire. C'est pour ça que je vous renvoyais à la formation. Voilà, c'est un petit maquis, on va dire, législatif qui offre plusieurs possibilités. Donc, voilà. Donc, dans les démarches, la première démarche, c'est de rédiger et de publier son offre d'emploi. Vous savez normalement ce que vous voulez maintenant. Vous avez fait votre petit exercice avec les tâches que vous aimeriez déléguer. Est-ce que vous avez un besoin ponctuel ou permanent? Donc, normalement, vous êtes prêt à construire, à rédiger votre offre d'emploi. Donc, comme pour le salaire, le plus simple et ce que je vous conseille, c'est d'aller regarder sur Internet ce qu'il existe comme offre. Puisque, mine de rien, ce que les autres publient, a priori, est bien. Donc, vous n'avez pas forcément besoin de faire moins bien, vous pouvez faire aussi bien, voire mieux. Donc, inspirez-vous. Ensuite, l'offre d'emploi contient en général plusieurs parties. Donc, une description de l'entreprise, ce n'est pas forcément long, ça peut être 2-3 lignes. Vous rappelez votre date de naissance, la date de la création de l'entreprise, ce que vous faites. Voilà, c'est très simple. La description du poste. Donc, je recherche par exemple un assistant administratif qui m'aidera à faire ça, 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 ça. Donc, c'est d'autant plus important du coup d'avoir listé les besoins que vous avez besoin, enfin les besoins dont vous avez besoin, puisque ces besoins, c'est là où vous allez les lister dans l'offre d'emploi. L'offre n'est pas forcément exhaustive, mais en tout cas, autant que faire se peut, autant mettre les choses que vous avez déjà listées. La description des compétences recherchées. Alors, par exemple, si vous estimez que dans les besoins, il y a répondre au téléphone, répondre aux emails, gérer l'agenda, dans les compétences, pour répondre au téléphone, il faut plutôt, on va dire, quelqu'un de souriant et alors c'est pas forcément une compétence, mais en tout cas c'est quelque chose que vous savez, quelque chose.
quelque chose que vous savez dont vous avez besoin. Et par exemple, pour répondre par email, vous allez peut-être mettre dans les compétences orthographe irréprochable, puisque voilà, pour répondre aux emails, autant faire se peut, autant ne pas faire comme moi et ne pas laisser glisser des fautes dans la présentation. Et enfin, du coup, conditions de travail. Donc là, tout n'est pas obligatoire, mais en tout cas, moi, de mon point de vue, ça me semble quand même un minimal. Et d'ailleurs, j'ai oublié le salaire. La nature du contrat. Donc, est-ce que c'est un CDI, est-ce que c'est un CDD, est-ce que c'est un stage, etc. Ça, vous pouvez aussi parfois le mettre dans le titre de l'offre. Le volume horaire. Alors, est-ce que vous embauchez quelqu'un de 35 heures par semaine ou est-ce que vous l'embauchez 10 heures par semaine en fonction de vos besoins? Ça peut être... voilà, il n'y a pas forcément besoin d'embaucher 35 heures par semaine. Hein. Si vous voulez juste déléguer l'administratif, peut-être qu'un contrat de 10 heures, 15 heures par semaine peut suffire. Donc voilà, en fonction de vos besoins. Et le lieu de travail, alors ça c'est important. Par exemple, s'il y a des déplacements à prévoir enfin voilà, ou même s'il n'y a pas de déplacement à prévoir, si vous n'avez pas forcément de site internet, si la personne voit l'offre mais elle ne sait pas où c'est, alors elle va sans doute hésiter avant de postuler, elle va se dire mais est-ce que c'est loin, est-ce que c'est proche de chez moi, etc. Donc ça peut faire parfois partie des critères de choix des candidats. Donc pour publier l'offre, il y a plusieurs solutions, elles sont très nombreuses. Hein. La première, c'est Pôle emploi. Parce que mine de rien, Pôle emploi dispose d'un vivier de candidats potentiels, donc ça peut être l'occasion. Et d'autant plus qu'on revient tout à l'heure à l'idée de la formation pour les chômeurs qui est financée par Pôle emploi. Ça peut être une idée. Les petites annonces. Si vous vivez alors, en ville, c'est peut-être un peu plus rare, mais moi je viens d'une petite ville, donc, ou même d'un village, les petites annonces qui sont parfois glissées à la boulangerie, etc., ça marche parfois. Hein. Donc si vous cherchez quelqu'un pour un emploi ponctuel ou un pic d'activité, un emploi saisonnier, ça peut parfois très bien marcher. C'est gratuit et ça ne coûte rien. Enfin, puis voilà. Plus, ça sera sans doute, si vous allez à la boulangerie, votre boulangère va parler de vous, donc elle va sans doute très bien vous vendre aussi. Donc ça peut aussi aider à trouver quelqu'un. Les sites de recrutement, donc ça, il y en a. Vous allez sur Internet, il y en a des dizaines et des dizaines, des centaines même. Alors, faut pas vous inquiéter. Il y en a qui sont payants, il y en a qui sont gratuits. Enfin voilà, privilégiez les gratuits. Certains sont payants, mais parfois ils proposent de diffuser une ou deux offres gratuites. Donc là aussi, profitez. Hein, créez-vous un compte spécial et diffusez une ou deux offres gratuites. Et ensuite, les instituts de formation. Si vous cherchez un stagiaire, un alternant, etc., allez dans les écoles près de chez vous et diffusez, envoyez un mail ou allez sur place et dites je recherche telle personne. Quand les stages chez vous, on les fait quand Est-ce que c'est entre janvier et mars? Ils vont me dire ah non, chez nous c'est entre avril et juin. Donc vous savez, et ils vont me dire laissez-moi votre offre, je vais la diffuser auprès de mes étudiants et comme ça ils sauront vous contacter. Comme ça déjà vous avez des informations sur quand est-ce que vous pourriez recruter un stagiaire. Et enfin, vous allez au cœur de la source. Hein. Il n'y a pas forcément besoin d'aller sur Internet parfois ou d'aller chercher une solution compliquée. C'est parfois le plus simple. Alors, une petite remarque, donc attention à ne pas perdre plus de temps à chercher la bonne personne qu'à effectuer la tâche vous-même. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est faire confiance. Alors, vous allez faire passer un entretien d'embauche. Alors ça, chacun demande ce qu'il veut dedans. Tout en respectant les cadres légaux, hein, il y a des questions qu'on n'a pas le droit de poser. Par exemple, on n'a pas le droit de, je cite quelques exemples, je n'ai pas forcément pensé à ça, mais on n'a pas forcément le droit de demander à une femme si elle compte avoir des enfants ou si elle est enceinte. Voilà, tout ce qui pourrait être discriminant ou discriminatoire n'a pas le droit d'être posé en entretien d'embauche, donc attention à ça. Mais en général, en entretien d'embauche, vous demandez les motivations du candidat, ses attentes, ses aspirations, pourquoi il a postulé chez vous, et après, en fonction de ça, vous rebondissez sur ce qu'il raconte. Donc voilà, il faut faire confiance. Donc faites pas passer 15 ou 50 entretiens, vous allez perdre du temps et vous allez vous dire je n'y arriverai jamais, je vais tout faire moi-même. Peut-être que parfois on se dit la personne n'est pas idéale, ou alors j'ai pas trouvé la personne que j'ai idéalisée, mais peut-être que dans le vivier il y a quelqu'un qui satisferait très bien au lot et qui après une semaine sur place en ayant appris saura très bien faire ce que vous lui demandez. Donc voilà, ne vous dites pas c'est mon premier salarié, il faut que j'embauche forcément quelqu'un de parfait et on aimerait tous embaucher quelqu'un qui est autonome, qui comprend très vite, etc. Mais parfois, ce n'est pas le cas et soit on n'en trouvera pas jamais, ou soit on va passer 6 mois à le chercher. Donc, quand on est une petite entreprise, on n'a pas le temps et on n'a pas l'argent pour passer 6 mois à le chercher. Ensuite, donc rédiger le contrat de travail. Alors, pour cette étape, clairement, faites-vous aider, faites-vous accompagner. Donc ça, j'ai demandé à Jean-Michel, l'ADI peut vous accompagner là-dessus, donc n'hésitez pas à appeler, envoyer un email, en tout cas, pour vous renseigner. Moi, mon premier conseil, c'est si vous avez déjà été salarié, que ce soit pour un contrat étudiant ou un CDD, un CDI, ou que votre conjoint est salarié,
prenez les contrats et regardez ce qu'il y avait dedans. Puisque, mine de rien, un contrat est toujours construit de la même façon. Il y a toujours des choses obligatoires et ça vous donnera des idées. Je vous ai listé du coup quelques éléments qui sont indispensables, qui sont obligatoires. Donc, c'est l'identité de l'entreprise et du salarié, le lieu de l'activité, la date de démarrage, la durée du préavis. Alors, bien attention, ce n'est pas obligatoire, mais si vous ne mettez pas de préavis et que vous embauchez en CDI, la loi considère que vous embauchez sans préavis. Et donc, dès le deuxième jour, vous ne pouvez plus, si la personne ne vous donne pas satisfaction, vous serez obligé de la licencier. Et licencier quelqu'un en CDI, ça peut coûter très cher. Bon, même si aujourd'hui, quelqu'un qui a passé 2 jours dans l'entreprise ne vous coûtera pas très cher, mais c'est des très grosses formalités pour pas grand-chose. Donc, le préavis n'est pas obligatoire, mais a priori, si c'est pour un CDI, inscrivez-le. Et donc, pour le préavis, il faut là aussi se renseigner dans la convention collective. En général, c'est indiqué, par exemple, dans ma convention collective, c'est un préavis de 4 mois, renouvelable 3 mois. Donc, la durée, non, j'ai dit une bêtise. C'est pas la durée du préavis. Le préavis, c'est quand on démissionne ou quand on licencie. C'est la durée de la période d'essai qui est optionnelle. C'est autant pour moi. Et c'est celle-ci qui est régie par la convention collective. J'ai parlé trop vite. Alors, la nature du contrat, donc CDI ou CDD. Donc pour un stage ou un contrat d'alternance, comme je vous le disais tout à l'heure, prenez la convention que vous propose l'école du candidat. Vous simplifiez la vie et en principe, elle répond à toutes les exigences légales. Plus la durée de travail. Donc vous avez le choix entre l'indiquer de manière hebdomadaire ou journalière. Bon, a priori, je pense que ce sera hebdomadaire, parce que c'est quand même la chose la plus fréquente. Alors le salaire de base. Donc quand on parle du salaire de base, c'est le salaire brut, et sans les charges patronales, évidemment. Plus les primes. En option, si vous envisagez des primes, vous pouvez le noter. Par contre, si vous notez une prime dedans avec des conditions enfin voilà, vous serez obligé de la verser à la fin. Donc, c'est des choses. Soit vous mettez des conditions pour, par exemple, si l'entreprise augmente son chiffre d'affaires de 50%, alors je verserai une prime de temps. Soit vous notez rien et vous la verserez lorsque vous voudrez, comme ça vous ne vous engagez à rien. Et du coup, la convention collective applicable, donc comme l'a dit je ne sais plus qui tout à l'heure, mais renseignez-vous auprès de la directe si vous ne connaissez pas votre convention collective, puisque ça sera, je pense, un des documents à lire en priorité avant de rédiger le contrat de travail. Alors, dans les autres formalités, alors j'ai une petite phrase pour parler des formalités, donc oui, il y a beaucoup de formalités, donc peut-être que c'est l'occasion aussi d'embaucher un assistant administratif pour les remplir, c'est à vous de voir. Alors, 8 jours avant le début du contrat de travail de la personne que vous souhaitez embaucher, vous devez faire une déclaration préalable à l'embauche, donc la DPAE, auprès de l'URSSAF. Ça peut faire peur comme ça, mais je suis allé sur le site de l'URSSAF, c'est assez simple, je n'ai pas tout rempli parce que je n'avais pas d'embauche à faire, mais c'est assez bien expliqué et la procédure a été simplifiée au maximum. Donc la DPAE comprend tous les documents que j'ai listés. Donc, je ne vais pas forcément vous lire là parce qu'on est pressé, enfin, le temps coule. Donc voilà, c'est normalement une démarche simplifiée et le site de l'URSSAF est assez didactique, il vous explique au fur et à mesure les besoins, enfin les choses à faire. Et enfin, parmi les dernières formalités, celle-ci, c'est celle après l'embauche. Donc il y a les formalités avant, il y a celle après. Alors il faut créer et renseigner le registre unique du personnel. Donc ça, c'est une obligation légale. Donc qui liste le nom, le prénom, le contrat, le sexe, la nationalité, enfin voilà, tout ce qui est écrit là. Tout simplement, ne vous embêtez pas, c'est un fichier, ça peut être un fichier Excel renseigné chronologiquement, c'est-à-dire que votre premier salarié, vous allez le mettre en première ligne, le deuxième salarié, vous allez le mettre en deuxième ligne. Si par exemple vous avez le même salarié mais que vous le faites un CDD puis un CDD, vous allez faire 2 lignes, une ligne pour le premier CDD, une ligne pour le deuxième CDD. Enfin voilà, et ce fichier, vous devez le garder jusqu'à 5 ans après le dernier embauché, donc on va dire gardez-le indéfiniment jusqu'à présent. Faites des sauvegardes quelque part, et vous encourez une amende si vous ne le faites pas. Bon, je ne pense pas que l'administration court après les petites entreprises pour vérifier ça, mais ça serait dommage que ça tombe sur vous et que vous ayez à payer une amende qui, je crois, de 700 ou 800 euros, donc c'est quand même pas mal. Donc ensuite, vous devez faire une déclaration d'embauche auprès des organismes de retraite complémentaires. Alors là aussi, c'est très simple. Vous tapez Agir Carco sur Internet. Sur la page d'accueil, vous avez une case qui s'appelle Je suis une entreprise. Vous cliquez dessus. Il vous demande si c'est votre premier salarié ou un nouveau salarié que vous avez déjà embauché. Enfin, c'est un salarié en plus. Vous cliquez sur Nouveau salarié, il va vous demander, je crois, le numéro SIRET, la convention collective, et ensuite il vous renvoie vers l'organisme dédié. Enfin, en quelques clics, très, très honnêtement, c'est très simple. Donc, Agir Carco sur Internet. Ensuite, il faut envoyer un courrier recommandé à l'inspection du travail pour informer de l'embauche. Alors ça, il n'y a pas de. Moi, je ne connais pas de forme particulière. Peut-être qu'elle a dit que vous avez des modèles. En tout cas, on trouve des modèles sur Internet.
A priori, c'est pas c'est quelque chose d'assez simple. Hein. Vous indiquez le nom, le prénom, le contrat, la durée du temps, la durée du contrat. Si c'est un contrat CDD par exemple, vous indiquez le numéro d'immatriculation, le numéro de sécurité sociale du salarié. Donc ça, c'est des documents qu'il va vous fournir avant l'embauche. Et c'est des choses assez classiques. Voilà. Et enfin, dans les 3 mois suivant l'embauche, vous devez faire une visite médicale. Alors, ça ne s'appelle plus une visite médicale, mais je vais garder le terme parce que ça me semble quand même plus simple. C'est une visite de prévention et quelque chose. Donc ça, vous n'y couperez pas. Le salarié doit la faire. En général, on fait une visite médicale à l'embauche et ensuite tous les 2 ans. Donc, si vous faites un CDI et que la personne reste plusieurs années, elle devra refaire une visite médicale. Donc ça, c'est à vous de vous renseigner auprès des organismes qui font passer des visites médicales dans votre région, dans votre coin. Il y en a en général, c'est assez fréquent, c'est assez courant. Vous prenez rendez-vous et c'est à l'entreprise de le payer. Donc c'est vous qui réglerez la facture à la fin. Donc voilà pour les formalités. Alors on est à la fin du coup. Merci pour votre attention et du coup, est-ce que vous avez d'autres questions? Si on respecte le planning, il ne reste pas forcément beaucoup de temps, mais après on peut peut-être prendre un peu plus de temps s'il y a des questions. Oui, moi j'ai pas de. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pas de problème. Donc on vous envoie la présentation. Ça a été demandé. Alors, hop. Question. De rien, Mariam. Par contre, Marine a commencé une question, donc on va attendre. Pour l'instant, on s'arrête à comment. On attend la suite. Alors. Comment recevoir le support? Je vous le communiquerai. Je vous le communiquerai, le support. Oui, le dernier, j'ai pas eu le temps de l'envoyer, celui de vendredi, vous voulez dire Marine, effectivement. Celui-là aussi, je dois le communiquer, mais normalement, les supports sont communiqués sous maximum dans les 3 jours, vous le recevrez. Le tableau avec les contrats est super clair. Super, merci. Alors, encore une fois, hein, il n'est pas exhaustif. Il y a sans doute beaucoup de choses qui ne sont pas dites dedans. Mais je pense qu'en fonction des besoins que vous avez identifiés dans vos 2 colonnes juste avant, peut-être que ça peut vous aiguiller en fonction des besoins que vous avez. Après, voilà, à titre personnel, je pense que vous allez plutôt embaucher soit un CDI, un CDD, un stagiaire ou un alternant qu'un freelance ou un intérimaire. Après, voilà, on n'est pas à l'abri d'autres possibilités. Alors, concernant les congés payés, j'ai entendu dire qu'il fallait compter 10% à verser en plus aux salariés en plus de ces congés payés. Qu'en est-il? Alors, ça dépend. Je n'ai pas forcément la réponse exacte. Alors, par exemple, pour un emploi saisonnier, il est assez fréquent que si vous embauchez quelqu'un en juillet-août, c'est pour satisfaire un pic d'activité, donc il n'aura pas les jours de congé qu'il va accumuler. En général, c'est 2,5 jours par mois travaillés. Donc ces jours-là, si vous embauchez quelqu'un en juillet-août, il va, c'est 2 mois, il fait un CDD. Pile, je pense l'exemple du job saisonnier. Donc techniquement, il a 5 jours de congé. Sauf que comme vous l'embauchez pour un pic d'activité, en priori, vous ne lui donnez pas ses congés. Bon, sauf exception. Donc ces 5 jours, vous allez devoir lui payer à la fin. Par contre, par exemple, un CDI, vous avez généralement une prime vacances. Alors ça, je ne sais pas si c'est obligatoire ou c'est lié à la taille de l'entreprise, je ne saurais pas dire, qui est versée. Je ne saurais pas dire. Je ne pense pas que ce soit obligatoire. Parce que non, c'est pas obligatoire. Les petites entreprises, je ne pense pas qu'elles puissent se satisfaire à ce besoin. Mais ensuite, les 10%, c'est assez difficile à estimer. Les 10%, oui, sur un contrat. Pour un CDI, il n'y a pas de 10% parce que c'est compris dans sa rémunération. Il va prendre ses congés un jour ou un autre et vous le payerez quand même. Mais pour un contrat court, en tout cas un CDD, un contrat saisonnier, oui, alors je ne sais pas si 10% c'est vraiment exact, mais là, moi j'ai pris l'exemple des 2 jours et demi par mois. Si par exemple vous faites un CDD de 2 mois, ça fait 5 jours. Donc vous savez que vous payez 5 jours en plus. Donc 5 jours, dans un mois, il y a 20 jours ouvrés. On va dire il y a 4 semaines de 5 jours où on travaille.
Donc ça veut dire que vous payez une semaine de plus. Donc vous prenez un salaire du mois divisé par 4. Du coup, c'est plus 25% que 10%. Mais c'est un exemple qui n'est peut-être pas pertinent pour tout. Pour un stagiaire, il n'y a pas de vacances. C'est simple. Et pour un alternant, il a des vacances comme un CDI qu'il peut prendre ou pas prendre d'ailleurs. Donc s'il ne les prend pas, vous allez devoir les payer à la fin. Et s'il les prend, vous pouvez lui laisser prendre comme il veut. Alors, lorsqu'on a une entreprise avec des pics d'activité, ça, saisonnier, comment il y aura assez d'activité pour embaucher? Comment savoir s'il y aura assez d'activité pour embaucher? Alors, si vous êtes dans la première activité, ça fait même pas un an que vous avez créé votre entreprise, c'est vrai que ça va être assez difficile de projeter. Après, je pense que ça dépend beaucoup des métiers. Si vous avez un métier de service en bord de mer, enfin, je ne sais pas, mais par exemple, si vous quel exemple on pourrait prendre? Si vous êtes boulanger-pâtissier, typiquement, on peut se dire à Noël, à Pâques, enfin voilà, il y a des pics d'activité. Si vous êtes livreur, peu importe le secteur d'activité, un livreur, on peut se dire en période de Noël, en général, il y a beaucoup de commandes. Donc décembre, janvier, il y a pas mal il y a un pic d'activité. Sinon, c'est assez difficile à estimer. Si vous créez une activité alors je sais pas, de glacier, vous n'êtes pas loin de la mer, a priori, votre pic d'activité va être entre juin et septembre. C'est difficile de savoir s'il y aura assez d'activité, mais a priori, il y aura plus d'activité qu'en temps normal. Donc, c'est peut-être une occasion à tester. Peut-être qu'il faut faire un contrat, un CDD je sais pas, de 15 heures par semaine. Ensuite, par exemple, vous vous rendez compte que vous auriez besoin de 30 heures, ou 35 heures d'ailleurs. Proposez à la personne en CDD de 15 heures, si elle veut passer à 30 heures, vous pouvez changer de contrat ou chercher peut-être un deuxième CDD de 15 heures. C'est peut-être la solution. Mais voilà, c'est surtout avec l'expérience que vous saurez juger des pics d'activité. Donc c'est pour ça que si vous avez moins d'un an d'expérience, c'est assez difficile de calculer. Céline, alors si quelqu'un gagne 1 000 € par an, je crois que c'est par mois, oui, dire, sinon c'est pas légal. Les 10% correspondent à 1 200. Mais on lui verse 1 000 € pour son mois de congé, il lui manque donc 200 €. Je comprends pas très bien. Ouais, je comprends pas forcément la question non plus. Si je reprends l'exemple tout à l'heure, pour un CDI, il ne faut pas se poser la question. Pour un contrat indéterminé, puisque la personne va prendre ses congés. Mais pour un contrat durée courte, encore, je pense qu'il c'est peut-être plus simple de se dire 2,5 jours par mois. Dans un mois, normalement, il y a 20 jours travaillés. Donc, si vous faites un CDD de 3 mois, il y a 7,5 jours de congé. Donc, s'il ne prend pas ces 7,5 jours, vous devez payer 7,5 jours. Donc, vous faites un produit en croix entre le salaire, c'est pour 20 jours. Donc, pour 7,5, combien ça me coûterait? Je pense qu'il y a sans doute des exceptions, mais je pense que c'est la règle de calcul la plus simple à mon niveau pour vous expliquer la chose. Voilà. Ok, y a-t-il d'autres questions? Non, je pense pas. Du coup, je crois qu'on est bon. Ouais. Ce qu'on vous propose donc, c'est de Céline qui écrit Jean-Marc, c'est bon. Non, complet, super, merci. Merci beaucoup, Quentin. Merci à vous d'être là. Pour votre intervention, pour cette animation de la webconférence. Je vous propose d'en rester là pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de votre participation. Un grand merci à Quentin pour la préparation du support, parce qu'il a tout préparé, et également pour cette animation. Merci beaucoup. Merci. Merci, à bientôt. Au revoir.